Au nord de la Grèce, là où les montagnes touchent le ciel, s'étendait un royaume que beaucoup de cités considéraient avec méfiance, la Macédoine. Ces terres, couvertes de forêts épaisses et de plaines fertiles, respiraient une énergie sauvage, différente de l'élégance policée des cités d'Athènes ou de Thèbes. Ici, les hommes étaient forgés par la rudesse du climat et par la proximité des peuples dits barbares, toujours aux frontières. Et c'est dans ce royaume frontalier, à la fois craint et méprisé, que s'éleva la capitale, Pella. Nous sommes en 356 avant notre ère. Le palais de Pella, habituellement animé par les intrigues et les rumeurs, connaît une agitation particulière. Les pas résonnent dans les couloirs, les servantes se hâtent, les gardes chuchotent entre eux. Car cette nuit, un cri nouveau s'est élevé dans les appartements royaux, celui d'un enfant. On raconte que la lune, haute et claire dans le ciel, avait enveloppé la ville d'une lumière argentée inhabituelle. Certains dirent avoir vu un aigle planer au-dessus du palais, présage rare et puissant. Dans l'Antiquité, chaque signe était interprété, chaque détail devenait message. Et beaucoup sentirent, sans pouvoir l'expliquer, que ce nouveau-né n'était pas un enfant ordinaire. Sa mère, Olympias, reposait. Épuisée, mais le regard brûlant d'une certitude inébranlable. Femme de caractère, elle ne se considérait pas seulement comme une reine. Elle se voyait comme l'héritière d'un sang ancien, celui des héros de la guerre de Troie. Elle aimait à dire que dans ses veines coulait l'esprit d'Achille, le plus glorieux des guerriers, et que ce feu se transmettrait à son fils. Mystique et fière, elle nourrissait l'enfant de récits où les dieux marchaient parmi les hommes, où les héros façonnaient le destin du monde. Dans ses bras, Alexandre serait bercé par la conviction que sa vie était plus qu'humaine, qu'il appartenait à un récit écrit bien avant sa naissance. Non loin d'elle, le roi Philippe II, son époux, observait son fils avec une gravité profonde. Philippe n'était pas un homme ordinaire. Lorsque lui-même avait pris la couronne, la Macédoine était un royaume fragile, divisé, menacé de toutes parts. Par son intelligence, sa ruse et ses réformes militaires, il l'avait transformé en une puissance redoutée. Guerrier visionnaire, il rêvait d'unir les cités grecques, si souvent ennemies, pour les mener ensemble contre l'immense empire perse. Dans son esprit, l'enfant qui venait de naître ne serait pas seulement son héritier, il serait l'instrument d'un projet plus vaste que tout ce que la Grèce avait connu. Dans cette chambre royale, éclairée par la lueur vacillante des flammes, Alexandre ouvrit pour la première fois les yeux. Personne ne pouvait encore deviner quel chemin il suivrait. Mais il y avait dans son regard d'enfant quelque chose qui frappait ceux qui l'approchaient. Une intensité, un éclat précoce, comme si déjà le monde l'appelait. Certains dirent que les dieux avaient marqué son front d'une empreinte invisible, destinée à guider ses pas vers des horizons lointains. Le murmure des serviteurs se fit plus discret, et le palais retrouva peu à peu son silence. Pourtant un silence particulier, chargé de pressentiments. L'air lui-même semblait différent, comme alourdi par une promesse mystérieuse. Au dehors, les vents qui parcouraient les plaines macédoniennes semblaient porter avec eux une énergie nouvelle, comme si toute la nature avait senti l'arrivée d'un être appelé à bouleverser l'ordre du monde. Il n'était alors qu'un nourrisson fragile, emmailloté avec soin, respirant doucement contre la poitrine de sa mère. Mais déjà l'ombre du destin s'étendait autour de lui. Dans les siècles à venir, son nom résonnerait d'un bout à l'autre du monde connu, traverserait les langues et les cultures et serait prononcé avec une admiration mêlée de crainte. Alexandre. Et tandis que cette nuit se terminait lentement, que les étoiles glissaient vers l'aube, une impression demeurait, ténue mais persistante, celle que l'histoire venait de changer imperceptiblement de direction. Car dans ce palais, dans ce royaume encore méprisé par beaucoup, venait de naître celui qui un jour serait appelé le Grand. Les années passèrent doucement dans le palais de Pella, et le petit Alexandre grandissait, entouré de jardins, de fontaines
et de vastes couloirs où résonnaient ses pas d'enfant. Mais, très vite, on remarqua que ces jeux n'étaient pas semblables à ceux des autres enfants. Là où ses compagnons riaient avec de simples jouets de bois, lui observait longuement les fourmis qui se déplaçaient en colonne à travers l'herbe. Il suivait leurs mouvements avec une intensité rare, comme s'il voyait en elles de minuscules armées, prêtes à s'affronter dans un combat silencieux. À ses yeux, chaque geste devenait une stratégie, et chaque pas une bataille miniature. Lorsqu'il s'allongeait dans les prairies entourant la ville, il fixait le ciel avec une gravité étonnante pour son âge. Les nuages qui passaient n'étaient pas seulement des formes éphémères, il les imaginait comme des cavaliers chevauchant dans les hauteurs, ou des murailles flottantes annonçant une cité à conquérir. Dans son esprit d'enfant, tout devenait récit, tout se transformait en épopée. C'est auprès de sa mère qu'il reçut les premières empreintes de ce regard héroïque. Olympias n'était pas seulement une reine, elle était une femme habitée par une force intérieure intense, presque mystique. Le soir, lorsque le palais s'apaisait et que les couloirs se couvraient de silence, elle aimait s'asseoir près de son fils et lui murmurer des histoires. Les flammes des torches projetaient sur les murs des ombres mouvantes, et dans cette lumière dansante, les récits prenaient vie. Elle parlait d'Achille, son ancêtre, dont la rage avait fait trembler les murailles de Troie. Elle racontait comment Héraclès avait porté le poids du monde sur ses épaules. Elle décrivait Persée, qui avait affronté la Méduse, ou Jason, parti chercher la toison d'or. Chaque histoire n'était pas seulement une distraction pour l'enfant, c'était une révélation, une leçon voilée. Olympias lui soufflait à l'oreille que ce même sang coulait dans ses veines, que son destin ne serait jamais banal. Ces mots, Alexandre les accueillait avec un mélange de curiosité et de conviction profonde. Il ne doutait pas. Pour lui, le monde était réellement habité par les dieux et chaque pas qu'il faisait était guidé par une force invisible. Quand il jouait avec ses amis, il ne se contentait pas de courir ou de lancer des bâtons, il se plaçait en chef, inventait des formations, donnait des ordres comme s'il menait déjà une armée. Ses compagnons le suivaient souvent avec admiration, parfois avec amusement, mais tous sentaient qu'il dégageait une étrange autorité, naturelle et irrésistible. Un soir, alors que les étoiles parsemaient le ciel, Olympias lui prit doucement la main et, d'une voix basse, lui dit « Écoute bien, mon fils, dans tes rêves, tu entendras les pas de ceux qui t'ont précédé. Achille, Héraclès, Persée, chacun d'eux a marqué le monde, et toi, tu porteras en toi leur force. » Alexandre, les yeux brillants, resta silencieux, comme s'il acceptait qu'une mission qu'il comprenait déjà. Il grandissait dans un univers où la frontière entre le réel et le mythe semblait floue. Les temples n'étaient jamais très loin, et les rituels religieux ponctuaient la vie quotidienne. Pour lui, chaque sacrifice, chaque prière avait une résonance directe dans le ciel. Ce lien constant au Dieu façonnait sa vision du monde. Il se voyait comme le prolongement d'une lignée héroïque, une continuité entre les récits du passé et l'avenir encore à écrire. Cette croyance donnait à ses gestes une intensité particulière. Lorsqu'il maniait une petite épée de bois, ce n'était pas un simple jeu. C'était une préparation, un rite. Quand il s'entraînait à cheval, c'était comme s'il se voyait déjà au centre d'une bataille immense. L'imagination d'Alexandre ne s'arrêtait pas aux murs du palais, ni aux frontières visibles du royaume. Il rêvait de terres inconnues, de cités lointaines,
de mers à franchir. Les serviteurs et les proches de la famille le regardaient parfois avec étonnement. Cet enfant, si jeune, semblait déjà habité par une conviction que aucune explication ne pouvait justifier. Comme si une voix intérieure, ancienne et puissante, guidait ses pensées. Et, dans le calme des nuits macédoniennes, lorsque les cigales se taisaient enfin et que le vent parcourait doucement les plaines, Olympias observait son fils endormi. Elle voyait dans son visage les traits d'un roi en devenir, et dans le silence, elle murmurait encore « Tu n'es pas né pour rester dans l'ombre, tu es né pour marcher aux côtés des héros. » Ainsi, pas à pas, récit après récit, rêve après rêve, Alexandre s'imprégnait de ce monde où la gloire et le destin se mêlaient. Dans son esprit d'enfant, il n'y avait pas de doute. Un jour, il marcherait lui aussi parmi les légendes. Le temps suivait son cours, et l'enfant, qui rêvait de héros, commençait à devenir un adolescent. Alexandre, avide de récits et de découvertes, avait déjà appris de sa mère l'art de croire en son destin. Mais il restait une autre étape, décisive, qui allait façonner non seulement son esprit, mais aussi sa manière de voir le monde. Lorsque le roi Philippe décida d'offrir à son fils l'enseignement d'un maître, il ne choisit pas n'importe quel sage. Il fit venir en Macédoine celui que beaucoup considéraient comme l'esprit le plus brillant de son temps, Aristote. Disciple de Platon, penseur reconnu, observateur infatigable des mystères de la nature, Aristote arriva au palais de Péla comme on introduit une étoile nouvelle dans le ciel d'un jeune prince. On raconte qu'il ne voulait pas d'une salle solennelle pour enseigner. Il préféra un lieu simple et retiré, un petit bois près de la ville de Miésa. Là, au bord d'un ruisseau, parmi les arbres et le murmure des feuilles, il ouvrit son école pour Alexandre et ses compagnons. C'est dans cette atmosphère douce et presque sauvage que commença la véritable éducation du futur conquérant. Aristote enseignait sans hâte. Il marchait souvent aux côtés de ses élèves, parlant calmement, laissant les sons de la nature ponctuer ses paroles. Pour lui, apprendre ne consistait pas à remplir un vase de savoir, mais à allumer une flamme qui brûlerait longtemps. Il enseigna la médecine, pour comprendre le corps et soulager la douleur. Il enseigna l'astronomie, afin que le regard s'élève au-delà des frontières terrestres et se perde dans l'ordre mystérieux des étoiles. Il enseigna la logique et l'éthique, pour que la pensée sache distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste. Mais plus encore que les disciplines elles-mêmes, Aristote offrit à Alexandre l'art de relier les choses entre elles. La sagesse, disait-il, n'est pas la possession de 1000 faits épars. C'est la capacité de voir les liens invisibles qui les unissent. Et Alexandre, attentif, absorbait chaque mot comme une terre assoiffée reçoit la pluie. Les journées s'écoulaient ainsi, rythmées par les discussions lentes sous les arbres. Le chant des oiseaux se mêlait au dialogue. Le clapotis de l'eau accompagnait les réflexions. Parfois, Aristote s'arrêtait, ramassait une pierre ou une feuille et en faisait un sujet de méditation. Il montrait que tout, du plus petit insecte au mouvement des astres, révélait quelque chose de l'harmonie du monde. Dans ce cadre paisible, Alexandre découvrit aussi les textes des anciens poètes. Homère, surtout, prit une place immense dans son cœur. L'Iliade devint pour lui plus qu'une œuvre, un compagnon. Il gardait toujours un exemplaire près de lui,
parfois même sous son oreiller. Dans les vers du poète, il retrouvait la figure d'Achille, ce héros dont sa mère lui avait transmis la fierté et dont il rêvait de suivre les traces. Chaque bataille décrite par Homère devenait une leçon. Chaque dialogue entre les guerriers, une méditation sur l'honneur, la colère ou le sacrifice. Le jeune prince ne lisait pas ces lignes comme un simple spectateur. Il les lisait comme un futur acteur, comme si chaque mot préparait son propre chemin. On dit même qu'il annotait certains passages, les soulignant, les commentant, les rendant vivants dans sa pensée. L'Iliade pour lui n'était pas seulement une épopée passée, c'était une carte pour l'avenir. Et pourtant, malgré la grandeur des sujets, il restait toujours ce rythme lent, cette atmosphère presque méditative. Rien n'était pressé. Aristote savait qu'un esprit qui doit gouverner un jour des nations doit d'abord apprendre à contempler, à écouter, à réfléchir avant d'agir. Ainsi, au fil des saisons, Alexandre apprit à maîtriser son esprit autant que son corps. Il comprit que la connaissance est comme un fleuve. Elle ne se saisit pas d'un coup, elle se suit patiemment dans ses détours. Il comprit aussi que l'intelligence n'est pas un poids, mais une force qui éclaire les décisions et guide les pas. Et quand venait la nuit, après une journée d'études et de réflexion, Alexandre levait les yeux vers les étoiles. Les mots d'Aristote résonnaient encore en lui, se mêlant à ceux d'Homère et au récit de sa mère. Le monde apparaissait alors comme un immense tissu de liens, un ensemble d'épreuves et de promesses. Dans ce silence nocturne, bercé par le souffle des vents et le chuchotement des ruisseaux, le jeune prince sentait que son esprit grandissait. Peu à peu, il devenait non seulement le fils d'un roi, mais le disciple d'une sagesse. Et déjà, au fond de lui, il pressentait que ce savoir, ajouté au feu de ses rêves, l'emmènerait bien au-delà des collines de Macédoine, vers un horizon encore invisible. Les années passaient comme des saisons dont on ne peut retenir le cours. L'enfant nourri de récits héroïques et formé par le plus sage des maîtres approchait du seuil où l'innocence cède à la responsabilité. Les jeux et les histoires racontées par sa mère se dissipaient déjà dans le passé, et devant lui se dressait la silhouette plus austère de son père, Philippe, roi de Macédoine. Son ombre marquait désormais l'horizon de son existence. Philippe n'était pas un roi ordinaire. Lorsqu'il monta sur le trône, la Macédoine était un royaume fragile, morcelé, méprisé par les grandes cités grecques. Mais par sa clairvoyance et une discipline de fer, il la transforma. Il forgea une armée nouvelle, modela la phalange, ce mur de piques et de boucliers qui avançait comme un seul corps, irrésistible. La ruse complétait la force. Par l'alliance ou par la contrainte, il rallia les cités grecques et de ce territoire méprisé, il fit une puissance inattendue. Mais son ambition allait au-delà. Il rêvait d'une Grèce enfin réconciliée, cessant ses querelles pour regarder plus loin, vers l'Orient. Là s'étendait l'empire perse, vaste et riche, mais figé dans sa propre grandeur. Philippe voulait unir les Lades pour l'affronter, et ce projet il le portait comme une torche qu'il préparait à transmettre à son fils. Alexandre, adolescent, observait ce père avec admiration, mais aussi impatience. Il voyait l'homme qui avait bâti la force à partir de la faiblesse, mais déjà son cœur brûlait d'un désir plus profond, prouver qu'il n'était pas seulement héritier, mais porteur d'un destin singulier. L'occasion vint en 338 sur les plaines de Chéronée. Athènes et Thèbes, dans un dernier élan d'orgueil, avaient uni leurs forces pour résister à la domination macédonienne.
Pour elle, plier devant Philippe était une humiliation insupportable. Deux visions irréconciliables s'affrontaient. L'indépendance jalouse des cités et le rêve d'un roi voulant unir la Grèce sous sa bannière. Alexandre avait 18 ans. Son père, dans un geste de confiance, lui confia la cavalerie des compagnons, l'élite de l'armée macédonienne. Honneur immense, mais aussi responsabilité écrasante. Au matin, les armées se faisaient face. La phalange macédonienne avançait lentement, forée de piques étincelantes. Les hoplites athéniens et thébains tenaient leurs rangs serrés, déterminés à défendre leur sol. Sur son cheval, Alexandre attendait le moment propice. Trop tôt, la charge échouerait. Trop tard, la ligne tiendrait. Quand son père donna le signal, il leva le bras et lança ses cavaliers. La charge fut comme un éclair. Les chevaux frappèrent le sol, les lances percèrent les boucliers. Alexandre, en première ligne, menait ses hommes avec fougue. La surprise brisa l'équilibre adverse. Les hoplites, vacillants, cédèrent. La ligne rompue, la défaite devint inévitable. Lorsque le tumulte se calma, la plaine n'était plus qu'un champ de poussière, de corps et d'armes brisées. Philippe avait vaincu, mais déjà le nom d'Alexandre circulait parmi les soldats. Ce jour-là, il n'était plus seulement fils du roi. Il avait prouvé qu'il pouvait être chef, digne des héros dont il avait entendu les récits. Philippe l'embrassa avec fierté. Il lui dit qu'il avait montré qu'il portait bien son nom, mais il ajouta que la gloire véritable ne réside pas uniquement dans la victoire, mais dans ce que l'on construit après elle. Alexandre reçut ces paroles comme une leçon qui, plus que la bataille, orienterait sa vie entière. La victoire de Chéronée fit de Philippe le maître de la Grèce. Les cités durent reconnaître son autorité, parfois à contre-cœur. Mais dans la clarté de ce triomphe, une autre lumière se levait, celle du Fils. Dans l'ombre du roi se dessinait déjà la figure d'un conquérant. Et tandis que la poussière du combat se dissipait, Alexandre songeait. Le chemin tracé par son père ouvrait la voie, mais son cœur lui murmurait que ce n'était qu'un commencement. L'avenir l'appelait, vaste, incertain, et il savait déjà qu'il marcherait au-devant de lui avec une soif que rien ne saurait apaiser. Les éclats de gloire s'accompagnent parfois des ombres les plus profondes. Après la victoire de Chéronée, la Macédoine paraissait entrer dans une ère de puissance inébranlable. Philippe, maître de la Grèce, préparait déjà la grande expédition contre la Perse. Les dieux semblaient lui sourire, mais le destin, imprévisible, attendait dans l'ombre. C'était en 336 avant notre ère, à Agaï, lors d'une cérémonie fastueuse. Le roi célébrait le mariage de sa fille, et toute la cour s'était rassemblée dans le théâtre. Les musiciens emplissaient l'air de leurs mélodies, les notables arboraient leurs habits d'apparat. Philippe, sûr de sa gloire, s'avança pour saluer la foule. Mais soudain, la fête s'interrompit. L'un de ses propres gardes surgit et plongea une lame dans son corps. Le tumulte éclata aussitôt. Philippe s'effondra, et avec lui l'équilibre d'un royaume encore fragile. Celui qui avait rêvé d'unir les Grecs gisait sans vie, victime d'un assassinat dont les raisons demeurent incertaines. Vengeance personnelle, complot politique ou intrigue plus vaste, nul ne le sut jamais. Mais une certitude s'imposa. La Macédoine venait de perdre son guide. Dans ce chaos, les regards se tournèrent vers Alexandre. À 20 ans, il n'était plus seulement l'héritier d'un trône, mais le successeur d'un projet immense. Autour de lui, les menaces foisonnaient. Rivaux macédoniens, cités grecques prêtes à se soulever, satrapes perses impatients de profiter des divisions,
le moment était décisif. Soit il s'imposait avec force, soit il serait balayé. Alexandre ne vacilla pas. Dès les premiers jours, il fit écarter ceux qui pouvaient contester son autorité. La rigueur fut implacable, mais nécessaire. En même temps, il rallia les appuis essentiels, les nobles macédoniens, la cavalerie des compagnons. Tous reconnurent en lui une énergie égale à celle de son père, mais portée par la fougue de la jeunesse. La Grèce, cependant, demeurait instable. Athènes et Thèbes crurent pouvoir profiter de la mort de Philippe pour briser le joug macédonien. Mais Alexandre marcha aussitôt vers le sud, rassemblant ses troupes avec une rapidité fulgurante. Sa seule présence, sa détermination visible suffirent à faire plier ses adversaires. Les cités comprirent que la Macédoine n'avait pas perdu sa force, elle avait trouvé un nouveau maître. Ainsi, en quelques mois, le désordre cède à la place de l'ordre. Ce qui aurait pu devenir l'effondrement d'un royaume marqua au contraire l'avènement d'un nouveau règne. Dans la nuit du deuil, une aurore se levait. Alexandre n'était plus seulement l'élève d'Aristote ou le fils d'un roi conquérant. Il devenait roi lui-même, reconnu par ses hommes, redouté de ses ennemis, porté par un destin qui s'ouvrait devant lui. On raconte qu'après avoir consolidé son pouvoir, il se recueillit un moment devant la mémoire de son père. Philippe avait bâti les fondations d'un rêve, unir les Grecs et les mener contre l'Empire perse. Alexandre comprit dans le silence de son cœur que ce rêve ne mourrait pas. Il lui revenait désormais d'emporter la flamme. L'assassinat de Philippe fut une blessure profonde, mais aussi un tournant. Le deuil se transforma en énergie nouvelle, concentrée dans la personne de son héritier. Le jeune roi, à peine sorti de l'adolescence, fit preuve d'une maturité et d'une volonté que nul n'attendait. Son autorité, loin d'être contestée, se renforça jour après jour, comme si l'ombre du Père avait cédé la place à la lumière éclatante du Fils. Dans les plaines et les montagnes de Macédoine, les hommes commencèrent à murmurer que ce jeune roi n'était pas comme les autres. Il marchait déjà d'un pas sûr, porté par une force intérieure. Et tandis que les torches brûlaient encore dans les palais endeuillés, une certitude naissait peu à peu. Avec Alexandre, l'histoire s'engageait dans une ère nouvelle. Les mois qui suivirent la mort de Philippe furent un temps de vigilance et de consolidation. Alexandre, désormais roi, savait que son pouvoir n'était pas encore solidement ancré. Les cités grecques guettaient le moindre signe de faiblesse, espérant que la jeunesse du souverain rendrait son autorité fragile. Mais Alexandre ne leur laissa aucun répit. Avec rapidité et assurance, il descendit vers le sud, traversant la Béotie pour approcher de l'Attique. À Athènes, l'agitation monta. Les orateurs appelaient à la révolte, mais la mémoire de Chéronée restait vive. Les citoyens se souvenaient de la puissance de la phalange et du jeune cavalier qui avait brisé leur ligne. L'élan de liberté retomba dans un silence prudent. Thèbes, en revanche, osa défier la Macédoine. La cité crut pouvoir retrouver son indépendance. Alexandre marcha contre elle. Le siège fut bref, la victoire écrasante. Les murs tombèrent, la cité fut presque entièrement détruite. Seules les maisons des poètes et des prêtres furent épargnées, rappelant que mémoire et Dieu méritaient respect. Le message frappa les esprits. Le jeune roi n'était pas fragile, mais un maître de fer. Sa détermination égalait celle de son père. Les cités,
cessèrent toute velléité de rébellion. Athènes elle-même s'inclina, envoyant des ambassadeurs reconnaître son autorité. Une fois l'unité restaurée, Alexandre tournait ses pensées vers un horizon plus vaste. Le rêve ancien de Philippe était désormais le sien. Unir la Grèce et porter sa force au-delà de la mer Égée. L'empire perse s'étendait de l'Asie mineure jusqu'aux montagnes de l'Inde, riche et puissant, mais reposant sur des fondations fragiles. Les guerres passées avaient montré que la Perse pouvait être vaincue. Alexandre ressentait cette mission comme un appel irrésistible. L'Orient l'attirait, non seulement par ses promesses de conquête, mais aussi par son mystère. Plaines immenses, fleuves puissants, cités brillantes d'or et de marbre. Mais il ne s'agissait pas seulement de sa gloire. Aux yeux des Grecs, cette expédition était une revanche attendue depuis des générations, un moyen de porter la guerre chez l'ennemi lui-même. Il se fit le porte-voix du projet. Devant l'assemblée de Corinthe, il fut reconnu comme chef de l'alliance panhellénique. Les cités grecques, autrefois divisées, se rassemblaient autour de lui. Pour la première fois, Athènes, Sparte, Corinthe et d'autres regardaient dans la même direction, vers l'Est, vers l'Asie. Le deuil du père avait laissé place à une énergie nouvelle. Les routes furent préparées, les armières assemblées, les navires construits. Sur les quais, cavaliers macédoniens et hoplites grecs affûtaient leurs armes. Marins chargeaient vivres et équipements. Toute une génération s'apprêtait à quitter les rivages familiers pour l'inconnu. Au centre de cette effervescence se tenait Alexandre, à peine âgé de 22 ans, déjà auréolé d'une autorité incontestée. Dans son regard se mêlaient gravité et ardeur. Il savait que ce pas vers l'Asie n'était pas une simple guerre, mais le début d'un voyage qui transformerait le monde. Un soir, il contemplait la mer Égée depuis les hauteurs. Le vent portait l'odeur du sel, les vagues s'écrasaient contre les rochers. Devant lui, l'horizon s'étendait, vaste et infini. Dans le murmure des flots, il semblait entendre l'appel des dieux, comme un souffle lointain murmurant que son destin ne s'arrêterait pas aux frontières de la Grèce. Ainsi s'acheva le temps des préparatifs. La Grèce pacifiée, l'armée rassemblée, le projet hérité du père, prêt à s'accomplir. À l'aube, quand les voiles se gonflèrent au vent, ce n'était plus seulement un roi qui quittait sa terre, mais un conquérant ouvrant la voie à une odyssée sans égale. La mer, calme et sombre, s'étendait devant lui comme une promesse. Sous la clarté de la lune, les voiles des navires se balançaient doucement, prêtes à se gonfler du vent de l'aventure. Les hommes dormaient encore, serrés contre leurs armes, bercés par le roulis des flots. Mais Alexandre veillait. Ses yeux, tournés vers l'horizon, cherchaient l'invisible, ce qui se cachait au-delà de la ligne d'eau et de ciel. Il n'était plus seulement un roi macédoin, il portait désormais sur ses épaules le rêve d'une Grèce rassemblée, le poids d'une mémoire héroïque et la certitude que le monde pouvait s'élargir. Tout autour de lui, le silence semblait retenir son souffle, comme si les dieux eux-mêmes observaient ce moment suspendu. Depuis sa naissance, des signes avaient jalonné sa route. Les récits d'Achille que lui contait sa mère, les leçons d'Aristote au cœur des bois, les batailles aux côtés de son père, chaque étape de sa vie l'avait convaincu. Il était destiné à marcher plus loin que les autres, à franchir des limites que nul n'osait imaginer. Et maintenant, ce moment était arrivé. L'Asie, immense et mystérieuse, l'attendait de l'autre côté des flots.
Un empire vieux de siècles se dressait devant lui, riche et redouté. Mais dans le cœur d'Alexandre, il n'était qu'un nouveau champ d'épreuves, un horizon à conquérir, une page encore blanche où inscrire son nom. Il inspira longuement, laissant le souffle de la mer emplir sa poitrine. Peut-être songeait-il à Achille, cet héros qu'il avait tant admiré, parti chercher sa gloire aux portes de Troie. Alexandre, lui, n'allait pas seulement livrer une guerre, il allait refaçonner le monde, unir Orient et Occident, mêler les cultures, bouleverser l'équilibre des empires. Pourtant, en cet instant, rien de tout cela n'était encore écrit. Devant lui, il n'y avait que le silence des flots et l'éclat des étoiles. L'avenir demeurait voilé, incertain. Mais c'est dans cette incertitude que naissait la grandeur. Le voyage commence toujours dans les rêves avant que les pas ne tracent leur chemin. Les soldats ne savaient pas encore ce que cette traversée allait signifier. Pour beaucoup, ce n'était qu'une campagne lointaine. Ils ignoraient que leur vie serait bouleversée, que certains noms survivraient à travers les siècles comme compagnons du plus grand conquérant. Eux aussi entraient sans le savoir dans la légende. Au loin, une étoile filante fendit le ciel. Alexandre la suivit du regard. Peut-être y vit-il un signe, un présage ou simplement un appel. Il croyait aux dieux, mais davantage à son propre destin. Sa volonté, brûlante et ferme, allait devenir sa véritable étoile, une lumière que rien ne pourrait éteindre. Il resta longtemps immobile, écoutant le clapotis des vagues contre les coques, observant les flammes des torches vaciller dans la nuit. Ses pensées erraient entre souvenirs et anticipation. Il voyait déjà les terres d'Asie, les murailles à franchir, les fleuves à traverser, les peuples à rencontrer. Il ne se doutait pas encore que son chemin le mènerait jusqu'aux rives du Nil, aux portes de Babylone, jusqu'aux confins de l'Inde. Mais en lui grandissait la certitude que aucune frontière ne saurait l'arrêter. Lorsque l'aube se leva enfin, le voile de la nuit se déchira pour révéler un ciel éclatant. Les hommes s'éveillèrent, les voiles se tendirent, et les navires quittèrent lentement les rivages de Macédoine. Dans le tumulte des cris et des manœuvres, Alexandre resta droit, le regard fixé vers l'inconnu. Ainsi commença le grand voyage. Le jeune roi n'était plus seulement l'héritier de Philippe, ni le disciple d'Aristote. Il devenait le porteur d'un rêve immense, un rêve qui embraserait les terres et les esprits, un rêve qui transformerait son nom en mythe. Et tandis que les côtes grecques s'éloignaient peu à peu, la mer s'ouvrait comme une route infinie. Chaque vague semblait répéter, dans son rythme éternel. L'histoire s'éveille, le mythe commence,